le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un livre culte de Cheikh Anta Diop. Nation, nègre et culture. Cheikh Anta Diop, c'est un Sénégalais né en 1923, auteur d'un grand nombre de travaux scientifiques et d'ouvrages consacrés à l'histoire du continent africain, mais aussi à son avenir. En s'appuyant notamment sur la parenté entre les langues africaines, comme le Wolof, sa langue maternelle, et l'égyptien antique, Cheikh Anta Diop a dévoilé l'influence culturelle de peuples africains antérieurs sur la civilisation égyptienne, et il a démontré que l'Égypte ancienne était négro-africaine. Militant pour l'indépendance des pays africains pendant ses années étudiantes, il s'est plus tard imposé comme une figure du mouvement fédéraliste africain. Lors de la publication de son livre « Nation, nègre et culture » en 1954, Cheikh Anta Diop a dû faire face à un grand scepticisme dans le monde universitaire, en plus des critiques basées sur les préjugés racistes hérités du colonialisme. Depuis, ces thèses ont été acceptées en tant que vérité scientifique. Étonnamment, même si l'université de Dakar porte son nom, Cheikh Anta Diop est toujours absent du programme scolaire. Le parcours de ce combattant pour la dignité africaine ne peut pourtant que forcer l'admiration. Quand, en Égypte, la première écriture de l'humanité, les hiéroglyphes, a été découverte par le français Champollion, Napoléon Ier, qui venait de rétablir l'esclavage, a créé l'Académie d'égyptologie, diffusant pour longtemps l'idée que les Égyptiens et leurs sciences étaient évidemment sémites. Ce livre est un succès phénoménal. Il a travaillé sans relâche jusqu'à la fin de sa vie en 1986 à prouver ce qu'il avance, poursuivant aussi ses recherches linguistiques sur les langues africaines, particulièrement le Wolof. Il trouve des correspondances entre le Wolof et l'égyptien ancien qui corroborent sa thèse. Les Africains et la communauté scientifique internationale ont toujours considéré Cheikh Anta Diop comme le plus grand savant africain de tous les temps. Pour comprendre les travaux de Cheikh Anta Diop, qui ont suscité la controverse dans le monde scientifique durant les années 50, il faut remonter aux expéditions de Napoléon Bonaparte de 1822 et aux travaux de Champollion. En fait, les égyptologues européens avaient, dans leurs recherches, conclu de l'origine blanche de l'Égypte antique. À cela s'ajoutait la littérature philosophique de l'époque menée par l'allemand Hegel, qui faisait du continent noir un peuple sans histoire et qui n'avait rien apporté au concert des nations. Depuis le XVIIIe siècle, les idées qui avaient été développées faisaient de l'Africain quelqu'un qui n'était pas censé avoir apporté une contribution quelconque au patrimoine universel. On le mettait au bas de l'échelle, et même dans la hiérarchisation des intelligences. On disait que c'était des peuples inférieurs. Et c'est pour vérifier ces affirmations que le savant sénégalais va entreprendre des études et des recherches qui vont battre en brèche scientifiquement les thèses européocentristes. L'usage de l'aliénation culturelle comme arme de domination est vieux comme le monde. Chaque fois qu'un peuple en a conquis un autre, il l'a utilisé. L'humanité ne doit pas se faire par l'effacement des uns au profit des autres. Chaque peuple a une histoire. Les Égyptiens étaient des nègres. Alors je tiens à rappeler que le mot nègre a bien entendu aucune connotation raciste dans ce livre. Donc les Égyptiens étaient des nègres et Hérodote le confirme, bien qu'il était grec. Il avoue que la Grèce a pris à l'Égypte tous les éléments de sa civilisation et que c'est l'Égypte qui est le berceau de la civilisation. Mais le métissage de la population primitive avec des blancs nomades, conquérants ou commerçants était de plus en plus important au fur et à mesure. Les Égyptiens appelaient leur pays Kémite, qui veut dire noir en langue égyptienne. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment on a pu faire des Kémites une race blanche. Ces civilisations ont émigré progressivement sur tout le continent africain. Elles seront de plus en plus coupées du monde, vu l'énorme distance qui les sépare des voies d'accès à la Méditerranée, tandis que la mère patrie est envahie par les étrangers. C'est au XVe siècle que sont apparus les premiers marins commerçants portugais, hollandais, anglais, français, danois, et ont constaté une organisation politique des États africains supérieure à la leur. Les monarchies étaient déjà constitutionnelles, avec un conseil du peuple où les différentes couches sociales étaient représentées, et le roi nègre, contrairement à la légende, n'était pas et n'a jamais été un despote au pouvoir illimité. Par contre, le développement technique était moins accentué qu'en Europe, car ce n'était pas très utile pour eux. Bien que le nègre ait été le premier à découvrir le fer, il n'avait pas construit le canon.
L'Afrique était devenue une proie irrésistible pour l'Occident pourvu d'armes à feu. La conquête par les armes de l'Afrique s'est faite rapidement. Les Africains servaient de main-d'œuvre à bon marché sur ses propres terres, au service des Occidentaux. La traite moderne des esclaves nègres est devenue une nécessité économique avant l'apparition de la machine. Le mot nègre devient désormais synonyme d'être primitif, inférieur. On présentera la colonisation comme un devoir d'humanité en invoquant la mission civilisatrice de l'Occident. Désormais, le capitalisme est à l'aise. Il pourra exercer les plus féroces exploitations à l'abri de prétextes moraux. Mais on leur reconnaîtra tout de même un talent artistique, en particulier le sens du rythme. Un tel climat d'aliénation a fini par agir profondément sur la personnalité du nègre. Il arrive très souvent que le nègre intellectuel perde confiance en ses propres possibilités et capacités. Avec l'impérialisme, il est devenu inadmissible d'accepter la thèse d'une Égypte nègre. Il fallait détruire à tout prix, et dans tous les esprits, le souvenir d'une Égypte nègre. Champollion se défendra en disant que la peau noire et les cheveux crépus ne suffisent pas à caractériser la race nègre. Il en arrive à dire que les Égyptiens avaient les cheveux longs et que par conséquent, ils étaient blancs. Bref, les spécialistes, en fuyant l'évidence d'une origine nègre, tombent dans des invraisemblances et des contradictions sans issue. On a essayé d'insinuer aussi que si les pharaons sont allés combattre les populations nègres au sud de l'Éthiopie, c'est qu'ils n'étaient pas de la race noire. C'est comme si on disait que puisque César a fait des expéditions en Gaule, les Gaulois et les Romains n'étaient pas de la même race blanche, et que si les Romains étaient blancs, c'est que les Gaulois étaient jaunes ou noirs. Il semble de plus en plus évident que c'est en Afrique même que l'humanité ait pris naissance. Et c'est en effet en Afrique du Sud qu'on a trouvé jusqu'ici le plus important stock d'ossements humains. Ce sont des nègres qui auraient les premiers pratiqué l'agriculture, irrigué la vallée du Nil, dressé les digues, inventé les sciences, les arts, l'écriture, le calendrier. D'après Amélino, un égyptologue français, les Anus étaient les premiers nègres habitant l'Égypte. Or, en Côte d'Ivoire, on trouve aussi l'existence du peuple Agni, l'abondance des ressources de la vie, le caractère sédentaire et agricole de celle-ci, les conditions spécifiques de la vallée du Nil vont engendrer chez l'homme, c'est-à-dire le nègre, une nature douce, idéaliste et généreuse, pacifique, imbue d'esprit de justice, gai, toutes ces vertus indispensables à la coexistence quotidienne. Le rôle de la femme dans la vie économique, en Europe, était beaucoup plus réduit que dans les sociétés agricoles nègres. Le principe du patriarcat réglera toute la vie des Indo-Européens jusqu'à nos jours. C'est pour cela que la participation de la femme aux affaires publiques sera plus tardive dans les sociétés indo-européennes. Si on trouve apparemment le contraire aujourd'hui dans certaines parties de l'Afrique noire, c'est dû à l'influence islamique. C'est probablement à cette même époque que remonte l'origine des Vierges noires. Le nom même de la capitale de France s'expliquerait par le culte d'Isis. En fait, Paris signifie maison d'Isis. Il existe d'autres traits culturels communs entre l'Extrême-Orient et l'Afrique noire. Par exemple, Caire signifie maison en égyptien, en wolof et en breton. Cheikh Anta Diop écrit aussi que les Arabes et les Juifs, c'est-à-dire les Sémites aujourd'hui, sont des métis de noirs et de blancs. On trouve aussi des termes communs à l'égyptien et au latin grec, sans qu'on le retrouve dans les autres langues de la famille indo-européenne. Par exemple, kora, c'est un instrument de musique d'Afrique de l'Ouest. Ça se rapproche de chœur, qui veut dire chant en grec. Dans le fond, lorsque les nazis disaient que les Français étaient des négroïdes, ils n'avaient pas tout à fait tort. Mais c'est surtout vrai pour les Espagnols, les Italiens, les Grecs, etc. Toutes ces populations dont on voudrait justifier la couleur moins blanche que celle des autres Européens par leur habitat méridional. Ce qui est faux dans les théories nazies, ce sont les questions de supériorité raciale. Mais il est certain que depuis la 4e glaciation, c'est la race nordique aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui est la moins métissée. C'est par la victoire romaine sur Carthage que commencera la domination des Européens sur l'Afrique. Quand on étudie la civilisation qui s'est développée dans le bassin de la Méditerranée, on ne peut pas nier le rôle primordial joué par les nègres et les négroïdes à une époque où les races européennes étaient encore sauvages et tout juste aptes à la civilisation. En Égypte, le régime des castes était à la base de l'organisation sociale, comme en Afrique. La circoncision et l'excision sont une pratique courante en Afrique noire. Or, les Égyptiens étaient circoncis dès la préhistoire. Ce sont eux qui ont transmis la pratique au monde sémitique. La mort rituelle du roi se pratique en Afrique, comme cela se pratiquait en Égypte. Pour comprendre certaines conceptions égyptiennes, il est nécessaire de se référer au monde noir. Certains termes arabes semblent d'origine égyptienne, comme Nabi, qui veut dire le prophète en arabe,
et Nab, qui veut dire le maître du savoir en égyptien. Peut-être qu'une vie entière ne suffirait pas pour apporter tous les traits de parenté qui existent entre l'Égypte et le monde noir, tant il est vrai qu'il s'agit d'une seule et même chose. Comme en Afrique noire, le matriarcat est à la base de l'organisation sociale en Égypte. On peut remarquer l'absence de reine dans l'histoire grecque, romaine, perse. Par contre, à ces époques reculées, les reines étaient quelque chose de fréquent en Afrique noire. Un autre fait du matriarcat africain sur lequel on s'est mépris jusqu'ici, c'est la dot donnée à la femme par l'homme. Cette coutume, incomprise en Europe, a fait penser que la femme est achetée en Afrique noire. Or, la femme qui occupe un poste privilégié, c'est elle qui reçoit une garantie sous forme de dot. Attention, on ne doit pas confondre le matriarcat avec le règne des Amazones d'Afrique, où selon la légende, la femme aurait dominé l'homme. Le régime du matriarcat proprement dit est caractérisé par la collaboration et l'épanouissement harmonieux des deux sexes, par une certaine prépondérance même de la femme dans la société, due à des conditions économiques à l'origine, mais acceptée et même défendue par l'homme. Les Égyptiens, hommes et femmes, portaient un pagne, comme beaucoup d'Africains, jusqu'à une époque récente. Dans la vallée du Nil, la civilisation est née de l'adaptation de l'homme à ce milieu particulier. La géométrie, l'arithmétique, c'est-à-dire les mathématiques, étaient aussi des conséquences de la crue du fleuve. Il fallait départager les cohabitants en délimitant, après chaque crue, la propriété de chacun. Le calendrier et l'astronomie sont aussi des conséquences de cette vie sédentaire et agraire. L'adaptation au milieu physique a engendré certaines mesures d'hygiène comme la momification pour éviter les épidémies de peste au delta, le jeûne aussi, les régimes alimentaires, etc. Et la médecine est née peu à peu, ainsi que l'écriture. Quand les nègres du Nil, par suite de surpeuplement de la vallée, ont pénétré de plus en plus profondément l'intérieur du continent, ils ont rencontré des conditions physiques et géographiques différentes, et la plupart de leurs pratiques qui étaient indispensables sur les bords du Nil ne sont plus d'essence vitale à la boucle du Niger, sur les rives du Tchad, sur les côtes de l'Atlantique, sur les rives du Congo et du Zambèze. On comprend aussi que certains éléments de la civilisation nègre aient disparu à l'intérieur du continent, tandis que d'autres, et non les moins fondamentaux, est demeuré jusqu'à nos jours. S'il y a une régression en Afrique noire, c'est à cause de la colonisation. Autant les Égyptiens auront horreur du vol, de la guerre, autant ces pratiques seront considérées comme les valeurs morales dans les pays eurasiatiques. Par contre, l'existence sera tellement facile dans la vallée du Nil que l'Égypte aura tendance à croire que les bienfaits de la nature lui tombent du ciel, contrairement aux Grecs matérialisés et vainqueurs de la nature hostile. Pythagore était un Grec qui vénérait le plus les Égyptiens. Lui, Thalès et d'autres scientifiques et philosophes sont allés s'instruire en Égypte même. Alexandrie était le centre intellectuel du monde où se trouvaient réunis tous les savants grecs dont on nous parle maintenant. L'architecture grecque a même ses racines en Égypte. Les mathématiciens y ont révélé la valeur exacte de pi, la distance moyenne exacte du Soleil à la Terre, le diamètre polaire terrestre, etc. En disant que ce sont les ancêtres des nègres qui vivent aujourd'hui principalement en Afrique noire, qui ont inventé les mathématiques, l'astronomie, le calendrier, les sciences en général, les arts, la religion, l'agriculture, l'organisation sociale, la médecine, l'écriture, les techniques, l'architecture, que ce sont eux qui ont les premiers élevé des édifices de 6 millions de tonnes de pierre en tant qu'architectes, ingénieurs et ouvriers, que ce sont eux qui ont construit l'immense temple de Karnak, cette forêt de colonnes avec sa célèbre salle où entrerait Notre-Dame avec ses tours, que ce sont eux qui ont sculpté les premières statues colossales. Et en disant tout cela, on ne dit que la stricte vérité, que personne, à l'heure actuelle, ne peut réfuter que par des arguments dignes de ce nom. Aujourd'hui, il est nécessaire en Afrique de développer les langues nationales africaines. C'est mieux de développer une langue nationale que de cultiver artificiellement une langue étrangère. Un enseignement qui serait donné dans la langue maternelle permettrait d'éviter un retard dans l'acquisition des connaissances. Raison pour laquelle en Côte d'Ivoire, l'artiste musicien Beta Simon est à l'origine du baïsadé. Une langue qui n'est autre que le BT enrichi avec une variation d'intonation anglaise pour donner des noms à partir du sens étymologique à des choses dont le nom n'existe pas en BT. C'est une manière aussi de lutter contre le génocide linguistique. On aura pu se servir aussi de l'égyptien ancien, de la même manière que l'a fait l'Occident à partir d'une base gréco-latine. Partis des bassins du Nil, les populations ont émigré dans toutes les directions. Certains peuples, comme les Sérères ou les tout-couleurs, seraient allés directement jusqu'à l'océan Atlantique, alors que d'autres se fixaient dans le bassin du Congo et dans la région du Tchad, tandis que les Zoulous allaient jusqu'au Cap et les Traorés jusqu'à Madagascar. Et c'est pourquoi
Selon Cheikh Anta Diop, l'Africain conscient doit se dégager de tout préjugé ethnique et acquérir une nouvelle forme de fierté. La vanité d'être Wolof, tout couleur, Dioula, Bété doit faire place à la fierté d'être africain. Donc si vous n'avez pas lu ce livre culte, achetez-le, lisez-le. C'est bourré de détails incroyables sur tous les travaux de Cheikh Anta Diop. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis bientôt pour une autre fiche de lecture. Bon, je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. C'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs. C'est les découvertes qu'a fait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que lui, il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs, au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Bon, non seulement l'homme avant d'être blanc était noir, non seulement les pharaons également étaient noirs, et ont bâti également, été le berceau des sciences et des arts. Et ça, c'est la vraie négation, je pense, la plus consciente qui a été faite jusqu'à présent, qui perdure dans nos écoles aujourd'hui, même jusqu'en Europe.